C'était très excitant quand il est rentré à la maison. Je n'oublierai jamais à quel point il était enthousiaste. Et tout de suite, nous sommes allés dans un laboratoire et nous en avons fait tester un. Et comme vous pouvez le voir ici, il s'est avéré être pur à 95,72%, du soufre pur avec d'autres éléments qui le composaient, ce qui a provoqué un feu extrêmement intense. Et l'un des éléments présents était le phosphore, ce qui, vous savez, n'est pas bon. Mais vous pouvez voir dans cette section de cendres, sur cette photo, un certain nombre de capsules de soufre ou de pierres de soufre qui sont ouvertes dans le matériau cendré. Vous pouvez voir la pierre de soufre encore en place dans l'une d'elles. Et comme il l'a expliqué, toutes étaient enfermées dans une capsule cristalline. Pendant le processus de destruction des villes, la capsule a scellé la boule de pierre de soufre et les a préservées. Ainsi, aujourd'hui, nous pouvons voir la preuve du récit biblique. Ron a trouvé de la pierre de soufre de nombreuses tailles, donc nous ne savons pas quelle était leur taille lorsqu'elles sont tombées du ciel. Cependant, elles devaient être assez grosses car il en a trouvé plusieurs qui étaient très grandes. Voici maintenant l'une de ces petites capsules de soufre qui est entièrement incrustée et bien visible dans ce matériau solide et résistant. Et si vous regardez de près, vous pouvez voir la grande quantité de soufre juste au centre de l'anneau plus sombre. Et celle-ci en particulier contient une grande quantité de soufre pur. Et il y en a des millions et des millions à travers ces tas de cendres ici, qui sont les vestiges des villes de la plaine. Feu et soufre. Nous avons trouvé celui-ci et j'aurais aimé avoir une règle sur la photo, mais il est vraiment très grand. Ils sont très grands. Et donc, je pense vraiment que probablement, quand ces choses sont tombées, elles étaient grosses. Et il est plus facile de trouver le soufre après une pluie car cela rend la cendre instable. Et elle s'effondre par endroits, révélant le matériau intérieur qui est rempli de soufre dans des capsules cristallines. Voici maintenant la dalle avant qu'il ne la retire. Tu sais, la première photo que tu as prise les montrant encore à l'intérieur et en réalité, si tu avais creusé là-dedans et que tu l'avais trouvé, les capsules sont rondes, elles ne sont pas plates ni ouvertes, elles sont rondes et celles-ci sont fissurées. Voici juste quelques photos de soufre qui traînent par terre. Et Ron adorait y emmener des gens parce que c'est tellement excitant de chercher du soufre. Et lors de ce voyage que nous allons vous montrer, il avait emmené son fils Ron, le frère de Michel, qui n'a pas l'habitude de manipuler une caméra vidéo. Donc c'est un peu tremblant, mais je pense que vous pourrez quand même bien voir. Il y en a beaucoup de très grosses, plus grosses que celle-ci, mais il y a aussi un grand nombre de plus petites disséminées ici. En voici une qui est enfouie. C'est une paire jumelle absolument identique dans la capsule spatiale. Ici vous voyez où l'une d'elles était juste au bord de mon couteau. Viens voir, regarde directement dessus. Maintenant, regarde en bas de la colline, voyons où elle est allée quand elle a roulé de là. Et, effectivement, tu vois bien ça, n'est-ce pas? Oui. C'est exactement la bonne taille pour sortir de cette capsule. Au début des années 90, Ron voulait que je participe à un programme avec lui parce qu'il voulait que je puisse sortir et faire des programmes.
Mais il m'a fallu tout ce temps pour pouvoir me montrer devant les choses parce que j'ai fait ce programme. Et dès le tout début, les gens ont dit au public à quel point j'étais terrifiée. Et j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi. Et je suis content de l'avoir fait parce que Ron devait raconter ces choses. Et donc, dans celui-ci, ce qui se passait pendant ce programme, c'est que Ron, elle, la narratrice, posait une question et Ron se tournait vers moi et disait, pourquoi tu ne répondrais pas à celle-là? Donc, c'est ce qui se passe ici. J'ai donc commencé à étudier la combustion et un homme, un Français du nom de Lavoisier, je crois que c'est son nom, a commencé à étudier la combustion. Il a remarqué que les substances brûlées avec du soufre laissaient une cendre plus lourde que la substance avant d'être brûlée. Et c'est parce que la réaction chimique attire des molécules supplémentaires provenant de l'oxygène. Ainsi, Dieu a arrangé les choses pour que cela brûle avec une substance qui laisserait une cendre plus lourde que les matériaux d'origine qui ont été brûlés, ce qui la rend extrêmement lourde et elle est croûteuse à l'extérieur. Pas partout, on peut simplement y plonger la main et la saisir. À l'extérieur, les intempéries l'ont rendue un peu croûteuse. Mais une fois que vous dépassez cette couche, c'est compacté. Et donc ici, Ron va parler de sa présence sur les différents sites, de la découverte de ces différents sites. Nous avons trouvé cela sur chacun de ces 5 emplacements. Il y a des quantités illimitées de ces sphères. Elles se trouvent à toutes les profondeurs. Ces choses pénétraient tout ce qu'elles touchaient. Elles traversaient la pierre, le bois, même le métal. Et nous avons trouvé de l'or vitrifié là-bas qui a été vitrifié et comme vaporisé exactement. Nous avons trouvé les cristaux que l'or, lorsqu'il est vaporisé, transforme en ses sels. Et bien sûr, nous les avons trouvés grâce à nos systèmes électroniques. Et donc, nous avons aussi trouvé des parties de squelettes humains qui étaient tous brûlés et tordus. Il n'y a absolument aucun doute que ce sont bien les restes archéologiques de Sodome et de Gomorrhe. Et qu'ils ont été brûlés par une chaleur immense. Toutes les boules de soufre, lorsque vous ouvrez une coquille cristalline, elles sont toutes rondes et Ron m'a demandé d'expliquer pourquoi. Quand vous voyez ces boules de soufre sortir des capsules, elles sont rondes. Et il est dit qu'il a plu du feu et du soufre depuis le ciel. Et tout ce qui traverse l'atmosphère finit par devenir arrondi à cause du passage dans l'air, et celles-ci sont rondes. Et nous avons cherché, nous sommes allés au Smithsonian, nous avons parlé à des géologues partout. Personne n'a jamais vu de soufre comme celui-ci, nulle part. Vous entendrez certaines personnes dire, oh, ils en ont trouvé à tel endroit ou à tel autre endroit. Mais nous n'avons jamais trouvé personne capable de produire l'une de ces boules de soufre, nulle part. Maintenant, les particularités des matériaux brûlés en présence de soufre, c'est que leur densité augmente lors du processus de combustion, alors que dans tous les autres processus de combustion que je connais, la densité diminue. Du matériau d'origine à la cendre, mais la cendre qui reste après qu'une chose ait été brûlée par le soufre ou avec du soufre, elle est plus dense. Cela pourrait expliquer pourquoi cela dure plus longtemps que d'habitude. Mais la seule explication à laquelle je peux penser pour que cela ait duré environ 3500 ans, enfin 3900 ans, je crois, c'est que Dieu voulait que cela dure. Comme dans 2 Pierre, je crois que c'est ça, chapitre 2, verset 6, il me semble qu'il est dit qu'ils sont un exemple final, ce qui, traduit littéralement, cela signifie un exemple visuel. Et donc Dieu les a préservés à cette fin, parce qu'ils ne seraient pas un exemple visuel si on ne pouvait pas les voir, vous savez, ou s'ils avaient été emportés. C'est vraiment incroyable. Oui, ça l'est. Et il y a quelques années, Michel, Denis, mon mari Randall et moi, nous sommes tous allés en Israël.
Et comme j'avais le dos blessé et que je ne pouvais pas grimper, j'ai apporté un tambour. Et voici quelques images de ce moment-là. Nous étions à l'endroit que nous pensions être Gomorrhe, qui se trouve au début, ou juste autour et juste en dessous de Masada au début. Faites bien attention car vous pouvez voir à quel point la mer Morte est proche. Et vous remarquerez aussi en regardant ces images, je vais simplement les lancer pendant que je parle. Nous avons remarqué que ce que nous pensons être des rues communiquaient entre elles. Vous voyez, ce n'était pas juste aléatoire. Ces zones étaient reliées les unes aux autres. Et à certains endroits, le matériau de cendre détérioré s'était érodé et était tombé. C'était trop pour que nous puissions passer au-delà de ces tas, comme ici, ce que vous voyez. Mais Michel, qu'as-tu pensé la première fois que tu as vu ça? Oh, j'ai juste trouvé ça incroyable. Nous y sommes allés et nous avons marché autour. J'ai pris plaisir à observer les structures des différents bâtiments et nous avons Randall nous a montré où nous pouvions trouver des boules de soufre. Nous avons donc pris beaucoup de plaisir à en déterrer toute une collection et maintenant nous pouvons les partager avec d'autres personnes. C'était vraiment très amusant, mais il faisait très chaud. Oui, oui. Et je vais juste vous laisser regarder, Michel. Elle est là-haut, sur le côté. Regardez à quelle hauteur elle est. Et elle est en train de creuser des boules de soufre. Et désolé, Michel, je sais que tu n'apprécies pas l'angle, mais c'était le seul angle que je pouvais avoir. Plante bien tes pieds, sinon tu glisserais tout droit dans cette poudre. Oui, amène à ça. Oui. Et donc, tu sais, en regardant de loin, on pouvait voir que cela ressemblait à des structures. J'ai cru voir une porte dans le coin, puis ça ressemblait, oui, des marches qui avaient été surélevées dans un autre coin. Regarde à quelle hauteur tu es. Oui, elle était vraiment très haut. Et puis, si tu te souviens, dans une vidéo qu'on a regardée il y a juste une minute, où Ron en a trouvé une qui avait roulé plus loin, eh bien, Michel a eu une expérience similaire qu'on va regarder tout de suite. Maintenant, remarquez qu'elle le sent parce que c'est comme ça qu'on peut savoir que c'est du soufre. Trouvé en bas de la colline, Juste posé là. juste posé sur le sol. Du soufre. Ensuite, c'est là-haut, là où il y a la zone noire. Il y a du noir là-haut. Tu vois les petites boules marron-jaune? On dirait qu'elles pourraient juste tomber. Oui, c'est comme ça qu'elle tombe. C'était vraiment un voyage merveilleux. Je crois que je me suis autant amusée avec vous que je ne l'avais fait depuis que Ron était en vie, tu sais. Et on a vraiment passé un moment formidable. Maintenant, il faut qu'on parle des températures extrêmement élevées parce que si tu fais juste brûler quelque chose, ça ne va pas produire ce qui s'est passé là-bas à Sodome et Gomorrhe. Ça brûle tellement vite. Quand tu brûles un morceau de bois, la cendre a tendance à se disperser. Là, ça a brûlé si rapidement, c'est resté en place, brûlé, avant même d'avoir le temps de se répandre. Eh bien, il y a un mot pour ça, et ça s'appelle l'ionisation thermique, et cela peut s'appliquer à de nombreux processus différents, mais dans ce cas, cela nécessite une chaleur extrême. Presque. Comme une réaction nucléaire, mais ce n'est pas nucléaire. C'est une réaction qui provoque en fait le déplacement d'ions et d'autres choses de ce genre. Et si vous voulez bien regarder la stratification ici, ceci est le résultat d'un incendie éclair à température extrêmement élevée, où tous les éléments des substances brûlées ont été triés par poids atomiques. Cela les a amenés à se déposer en couches, et ici vous pouvez voir les couches, elles sont là. C'est un phénomène étrange. On ne le voit nulle part ailleurs. J'aime particulièrement cette photo parce qu'elle ressemble à un morceau de structure qui a essayé de s'effondrer pendant qu'il brûlait. Il a brûlé si rapidement qu'au cours de son effondrement, il a été figé dans le temps. Cette photo ici est absolument incroyable. Rien n'aurait pu provoquer cela.
sauf l'effet ionisant d'un incendie éclair à des milliers de degrés. En un instant, le feu a tourbillonné et s'est à nouveau figé dans le temps. Celle-ci est très évidente. Si vous remarquez, les couches au-dessus et en dessous sont relativement droites et bien disposées, mais cette couche-ci est ondulée, montrant que le feu a tourbillonné avec ce matériau particulier. Et nous n'avons vraiment aucun moyen de savoir quels sont ces matériaux. Parce que la réaction chimique qui a eu lieu lorsque cela s'est produit a tout changé. Ron pensait que si vous faites attention lorsque nous verrons d'autres photos, vous remarquerez que les bâtiments semblent très hauts. Et puis, il y a toute cette cendre qui tombe. Et si vous êtes au niveau du sol, en levant les yeux, vous vous dites, waouh, ces bâtiments étaient vraiment très hauts. Mais Ron pensait, et il a trouvé des preuves, que le feu avait brûlé complètement jusqu'au substrat rocheux. Et cette photo ici même confirme cette hypothèse. Vous pouvez voir les couches de la ville avec les roches en dessous. Ce que vous ne pouvez pas voir très clairement, mais que nous pouvons voir lorsque nous sommes sur place, c'est que cela descend jusqu'au substrat rocheux. Voici la première section de cendre que Ron m'a montrée en 1988 et je crois que c'est celle-ci. L'une d'elles est très proche de la route et a vraiment attiré son attention. Il avait découvert cela avant même que je ne le rencontre et je pense que c'est ce qui l'a poussé à regarder de plus près. À propos de ces choses, et il va en parler. Jésus de Sodome et Gomorrhe. Et comme vous pouvez le voir, le vent a tourbillonné cela et l'a empilé sous une chaleur énorme, disait Abraham. Ou l'auteur du livre de la Genèse disait la fumée de la vallée s'élève comme la fumée d'une fournaise. Et ici, vous pouvez voir que les tourbillons d'air chaud font tournoyer les vestiges de la ville de Sodome en ces spirales complexes et fascinantes. Et vous pouvez voir où la pierre a été brûlée, ainsi que le bois, les gens et les animaux, ne laissant rien derrière pour raconter l'histoire, si ce n'est des cendres. Et encore une fois, mes amis, si nous le choisissons, nous pouvons finir sous les pieds des justes, réduits en cendres. Tout comme nous le voyons devant nous aujourd'hui, c'est notre choix. Dieu a placé devant nous la vie et la mort. Et que choisirez-vous? À présent, nous allons examiner d'autres preuves convaincantes de structure. Et il serait difficile d'imaginer qu'il y a 3900 ans, quelque chose qui a brûlé et qui est aussi fragile que cela lorsqu'il est mouillé puisse vraiment encore exister aujourd'hui. Mais il s'agissait de villes cananéennes. Et les anciennes villes cananéennes avaient des murs extrêmement solides, qui étaient uniques car il s'agissait de doubles murs. Jéricho en est un exemple. Vous remarquerez qu'il y a 2 couches. Et c'est ainsi qu'ils construisaient leur ville. Le mur extérieur inférieur possède des contreforts pour le rendre extrêmement stable et imperméable à toute tentative de brèche. Voici une photo rapprochée de l'un d'entre eux. J'utilise ceci comme exemple parce qu'il s'agit d'une forteresse égyptienne antique et qu'elle présente des caractéristiques similaires, à l'exception qu'elle est faite de briques de boue. Donc, elle ne serait pas aussi solide, mais c'est à cela que cela ressemblerait. Ici, Michel et mon mari Randall se tiennent devant l'un des objets préférés de Ron. Il pensait qu'il s'agissait des vestiges d'une ziggourate. Alors, une ziggourate, c'est comme une pyramide ou une structure en forme de marche, une construction qu'ils utilisaient dans l'Antiquité. Mais celle-ci, si vous regardez bien, il y a des trous régulièrement espacés, situés horizontalement à mi-hauteur environ, et il y en a d'autres là-haut aussi, mais on ne les voit pas bien sur cette photo.
Et Ron pensait que, d'après ce qu'il avait étudié sur les pratiques anciennes de construction, qu'ils utilisaient du bois pour maintenir solidement les différentes couches en place, comme on peut clairement le voir ici, et le bois brûlait malheureusement beaucoup plus rapidement que la pierre massive de la structure architecturale. Il en parle ici. Et vous pouvez clairement voir où les rondins de bois ont entièrement brûlé, à la fois en bas et en haut. Mais cette dégradation est beaucoup plus visible et prononcée au niveau inférieur de la structure.